recherche de noms pour qualifier un chanteur lyrique. On dit oh, bah, c'est comme un Caruso, quoi. Bah oui, Caruso. Son prénom Enrico, chanteur italien lyrique du siècle dernier. Il y en a eu d'autres dans l'histoire de l'art lyrique, mais celui-là, il a marqué son star, temps. quoi. Oui, absolument. C'est sans doute l'incontournable parmi les ténors, évidemment, hein, les grandes voix de ténors. Maintenant, d'autres sont apparus à la fin du XXe siècle, mais lui, Caruso, il a marqué son temps. Pourquoi ? Parce qu'il est l'un des premiers à avoir enregistré. Alors déjà, conserver la voix, c'était déjà quelque chose d'énorme. Alors Enrico Caruso, c'est véritablement son nom et son prénom. Il n'a rien changé. Il est napolitain. Est-ce que ça vous étonne quand on sait chanter, évidemment, non ? Et il est né à la fin du 19e siècle, 1875. Son papa est mécanicien et lui dit « Toi aussi, tu vas devenir mécanicien. C'est un beau métier, c'est un métier noble. Tu vas savoir quoi faire de tes 10 doigts. » Eh ben, c'est ce qu'il va commencer par faire. À l'âge de 10 ans, il rentre dans un atelier de mécanique, mais visiblement, ça ne le passionne pas. Et alors, surtout, il a un très joli brin de voix. Comment s'en est-on aperçu ? C'est sa maman qui s'en est aperçue, notamment quand il chante à l'église, figurez-vous. Parce qu'on chante évidemment tous les dimanches, et là on s'aperçoit que il a du coffre, le petit Enrico, et il va travailler cette voix évidemment. Il va abandonner la mécanique, il va travailler un petit peu quelques années dans une fabrique de tissus, et puis à l'âge de 15 ans, il a son premier contrat. Un premier contrat à l'intérieur de l'église, c'est même comme pas... ça. Il était payé par le curé. Voilà, il était payé 2 livres pour venir chanter tous les dimanches à la messe. Et surtout mener un petit peu... une petite bénédiction. Oui, évidemment. Et puis surtout pour mener un petit peu le chant à l'intérieur de l'église. Oui. Alors on va regarder des images, parce qu'évidemment on a des images de cet homme qui a énormément voyagé, puisqu'il va se faire connaître très rapidement. Il va partir en Russie, en Amérique du Sud. Voilà pourquoi on va le voir souvent à bord de paquebots. Le voilà là qui descend, qui arrive en Amérique du Sud. Alors il n'arrête pas de voyager entre l'Amérique du Sud, l'Europe et les États-Unis, puisque c'est aux États-Unis qu'il va devenir ultra célèbre en chantant au Metropolitan de New York, le Met. Et c'est une salle qu'il adore. Il a d'ailleurs ses habitudes. Il s'y retrouve un peu comme chez lui. Et les Américains adorent sa voix. Alors, le premier à vraiment en parler, c'est Toscanini. Vous imaginez ? Là, regardez, il se regarde presque. Il se mire dans ce premier disque qu'il a enregistré, un gramophone. On est en quelle année ? Alors, quand il enregistre, 1902. Voilà les premiers enregistrements que l'on a. Ils sont fidèles, ces enregistrements, ça retranscrit bien la voix. C'est ce que disent les spécialistes, en tout cas. Parce que voilà, avec sa femme Dorothy et puis sa petite fille, la princesse Gloria, qu'il a eue tardivement d'ailleurs. Et cet homme, en fait, a commencé à enregistrer sur des rouleaux de cire, vous imaginez bien, en 1896. Mais les premiers disques avec gramophone, comme on vient de le voir, là, le voilà au centre de l'image, toujours en train de rigoler, faire le clown, évidemment, devant les images. Et il avait une journée extrêmement bien, tout était parfaitement huilé, il se levait toujours à la même heure, puis il regardait ses cordes vocales qu'il badigeonnait lui-même, il regardait si elles n'étaient pas trop roses pour voir s'il pouvait chanter le soir, et puis après c'est son coiffeur qui venait, qui entrait, puis son secrétaire, puis son pianiste, parce qu'il s'entraînait 2 heures par matin, donc tous les matins. 2 d'entraînement, c'est un grand mot. Il a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis ou il est revenu vivre en Italie ? Alors, en fait, il est tombé malade aux États-Unis où un médecin lui disait non, c'est pas trop grave. Et puis un jour, ce médecin, il a très mal au côté et ce médecin est injoignable. Alors Dorothy, son épouse, que l'on a vu dans les images, Dorothy appelle un nouveau médecin qui dit mais c'est pas du tout ça, il a une pleurésie, figurez-vous. Et là, ça devient quand même très très ennuyeux. Et donc il va être hospitalisé, il va être opéré à une dizaine de reprises, quand même très lourd. Et puis un jour, il n'accepte personne dans sa chambre d'hôpital. Un jour, il y a quelqu'un qui arrive, qui frappe à sa porte, et on lui dit c'est l'ambassadeur d'Italie aux États-Unis qui vient. Alors, il accepte de le recevoir et il lui glisse dans le creux de l'oreille votre pays, votre roi ne pense qu'à une chose, c'est à vos soins et puis surtout le fait que vous remontiez sur scène et que vous reveniez dans votre pays natal. C'est ce qu'il va accepter de faire. Il va repartir pour Naples. Et c'est là qu'il va mourir le 2 août, enfin au mois d'août 1921. Oui, il craignait au fond, mine de rien, qu'il décède sur une autre terre que la sienne. C'est bien possible. Alors, si vous pouviez venir mourir chez nous. Oui, alors en fait, ce qu'il voulait, c'était pas l'idée, évidemment, puisque l'idée, c'était qu'il revienne chanter sur une des grandes scènes, soit napolitaine, soit italienne. Et effectivement, ça a été un deuil national le jour de sa mort au mois d'août 1921. Et il est mort à 48 ans, c'est quand même très jeune. Ouais. Mais il a laissé une trace, évidemment, indélébile. D'ailleurs, tous les grands chanteurs le reprennent. On a entendu quelques voix, là, on a entendu la sienne. Mais il y a aussi Caruso a été chanté par notamment Florent Pagny, qui en a fait comment dirais-je,
une chanson assez extraordinaire, avec une voix tonitruante, celle de Florent Pagny. En hommage. En hommage. Merci beaucoup pour cette évocation de Caruso.